Alors, bonjour tout le monde. Je continue mon propos entre psychothérapie et spiritualité. On a commencé à définir la semaine dernière, ou il y a 2 semaines en réalité, ou il y a le mois dernier en fait, on a commencé à définir la psychothérapie comme une une technique en fait, qui permet l'émergence d'un je au sein d'une crise. Alors, le moi est submergé par les complexes, par... c'est quoi, en fait, c'est quoi notre monde intérieur? Hein? C'est des émotions, c'est des humeurs, c'est des obsessions, c'est des fantasmes, c'est toutes ces choses-là qui bougent et qui sont, eux, des témoins de nos complexes. Et tranquillement, des fois, il y a tellement de pression intérieure qu'on est submergé par ça. Et ça permet déjà de préciser quelque chose. Au sens de la psychologie, au sens de la psychanalyse, le moi, c'est un terme technique. On n'est pas en train de parler d'égocentrisme, on est en train de parler du centre du champ de la conscience. C'est ce qui permet de dire « je », et vous en avez absolument besoin. Et dans une chronique ultérieure, je vais faire des différenciations justement entre le moi, l'ego, l'égocentrisme, le soi et tout ça. Le soi, lui, c'est quoi? C'est au fond le centre de toute votre individualité, hein, de toute votre personne, conscient et inconscient ensemble. Et Jung comparait souvent le moi, qui est au centre du champ de la conscience, comme un îlot qui flotte à la surface de l'océan. L'océan étant l'inconscient qui brasse les contenus et tout ça. Et donc, c'est une image intéressante parce que ça montre aussi, dans une sorte d'écologie psychique, la place que Jung accordait véritablement au moi et à la conscience. Il ne trouvait pas que c'était ça qui était le champ général. Le champ général, c'est tout ce brassage-là de l'inconscient. C'est comme nous, la Terre, ou même le système solaire par rapport à tout le reste du système. Et moi, j'aime ça qu'on soit placé dans cette chose-là parce que ça montre comment le moi n'est pas tout-puissant, justement. Mais par contre, il est absolument nécessaire parce qu'en réalité, une personnalité qui n'a plus de moi, où le moi est éclaté, c'est comme si c'est un auto qui n'a plus de volant. On ne peut plus la conduire. Et je voudrais donner tout de suite 2 exemples de ça. Quand vous êtes en colère, quelqu'un peut vous dire « il est hors de lui ». Et c'est vrai, vous êtes hors de quoi? Vous êtes hors des façons dont on vous connaît d'habitude, les façons dont vous vous comportez, les façons dont vous parlez d'habitude et tout ça. Par contre, même très, très en colère et hors de vous-même, hors de votre champ de conscience habituel, c'est ça qu'on pourrait dire, vous savez encore que vous êtes en colère. Et si vous ne le savez plus, on sait qu'on est dans un problème un petit peu plus profond. Si on compare ça maintenant à ce qui peut arriver à quelqu'un qui est sous le coup d'un éclatement, entre guillemets, psychotique, se réveille un matin, il se regarde dans le miroir et dit « Je suis Jésus-Christ ». Si la personne disait « Je me sens comme Jésus-Christ ce matin », on n'est pas en train de parler de psychose, on est en train de parler d'une sorte de petite folie des grandeurs momentanée, mais la personne sait, il y a un témoin, il y a un « je » qui est là, il y a un « moi ». C'est encore en relation avec le « moi ». Quand vous dites « je suis Jésus-Christ »,« je suis Jules César » ou « je suis le pire des êtres que la terre ait porté », le plus grand pécheur, il y a un problème. Parce que là, il y a une identification totale. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de témoin. Il n'y a plus de « je témoin », il n'y a plus de « moi témoin » et que la structure du moi a éclaté. Alors ça, en psychologie, on ne veut pas que ça arrive. On veut qu'au fond, que le moi reste là. On veut qu'il y ait quelqu'un qui soit au volant de la fameuse auto, puis qu'il y en ait un volant, et qu'on puisse dire, donc, je prends des directions, je prends des orientations. Et malheureusement, ça va être une source de tension constante pour un être humain. Et justement, une des signes de maturité psychologique, ça va être la capacité de soutenir la tension intérieure. Pas de s'en débarrasser, de la soutenir. Parce qu'il y a des conflits en nous des fois. Il y a un talent qui veut s'exprimer, mais il y a la vie à gagner, il y a les adaptations réalisées avec sa famille, ses amours. Et des fois même, vous vous sentez un peu en contradiction avec certains idéaux. Il y a une tension qui naît, et cette tension-là est très importante parce qu'elle vous informe qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, qui est mal aligné, qu'il faut faire quelque chose. Mais pour ça, il faut accepter de ressentir la tension et d'amener des corrections. Dans ce sens-là, on pourrait dire que l'idée de tomber en amour, vous savez, quand on tombe en amour, il n'y a plus de tension, c'est tellement le fun, on connaît. Mais l'idée de tomber en amour, une fois pour toutes, de trouver un amour parfait, au niveau psychologique ou de la croissance psychologique, ce n'est pas si intéressant que ça. Tomber en amour, en faire l'expérience, et que le moi
puisse devenir conscient de sa propre présence amoureuse, ça c'est intéressant. Parce qu'il se dit, tiens, mais dans le fond, quand je suis en amour, j'ai moins peur, je décide plus de choses, j'ai même plus d'énergie. Comment ça fait que je suis pas en amour plus souvent? Et donc, le moi, à partir de là, va pouvoir prendre des décisions, de dire, tiens, moi, il faut que je vise plus dans une ambiance amoureuse, il faut que je favorise dans ma vie, autour de moi et en moi, ce qui permet l'amour, ce qui me permet de sentir le courant amoureux. Mais ça veut dire que pour ça, pour faire cette décision-là, il y a eu des tensions qui ont été expérimentées. Même chose, par exemple, souvent dans notre vie moderne, on est à la recherche du secret ou du secret des secrets qui va tout nous dire, tout nous révéler, puis de l'illumination qui va tout apporter. C'est pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, vous appreniez à y aller, à ouvrir la porte de cette lumière-là, de cette illumination-là, que vous le trouviez le secret vous-même, mais qui n'ira pas sans ces tensions, sans ces douleurs, sans ces expériences, même ces erreurs, ces faux pas, et qui tous vont permettre justement des réalignements, des choix, des ajustements, si bien que c'est vous-même qui allez ouvrir la porte du secret, c'est vous-même qui allez ouvrir la porte de la lumière. Pas parce que rien, quoi que ce soit vous y force, par liberté. Mais encore là, c'est un autre sujet. Donc, cette question-là nous amène à la notion de moi faible ou de moi fort. C'est une chose dont on entend souvent parler. Ah, il n'y a pas de moi, son moi n'est pas fort, son moi est faible. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, un moi fort et sain, au sens de la psychologie, c'est le contraire d'un moi carapacé ou de quelqu'un qui se montre fort dans toutes les circonstances. En fait, la personne qui se montre forte dans toutes les circonstances est au contraire aux prises avec un moi faible, qui tente absolument de pader, si vous me permettez l'anglicisme, d'ajouter une carapace pour se sentir un petit peu plus forte, puis il n'y a rien de mal à la faire, mais si la personne n'en est pas consciente, ben, elle est en position de fragilité, parce que le moi fort, dans ce sens-là, est comme le chêne qui risque de casser à la très, très grosse tempête. Tandis que le véritable moi fort est au contraire un moi souple. C'est un moi flexible. Ce n'est pas un moi qui va être capable de dire ça ne se passe pas dans moi. Hein, il ne pourra pas dire non, non, je ne me sens pas coupable du tout alors qu'il se sent coupable. Ou je ne suis pas honteux, ou je ne suis pas en colère alors qu'il se sent vraiment en colère. Au contraire, c'est un moi qui va ressentir la colère, qui va ressentir la honte, qui va ressentir l'indignation, la révolte. Il va ressentir toutes ces choses-là et par rapport à tout ça, il va être capable de faire des choix. Tiens, ouais, c'est vrai que je suis vraiment en colère, je sens vraiment que j'étouffe dans cette situation-là. Il faut vraiment que je dise quelque chose à la personne. Maintenant, est-ce que je vais lui dire sous le coup de la colère? Est-ce que je vais lui dire d'une façon mesurée? Et alors, tant que le moi est présent, tous ces choix-là peuvent se faire. Sinon, si le moi se fragmente ou il est moins présent, ou le moi fort, entre guillemets, éclate, bien là, la personne te tape une colère, oui, elle décharge son affectivité, son affection, elle décharge son émotivité, mais au fond, on n'a rien réglé, là. On va attendre la prochaine colère. L'idée, c'est d'accepter la tension, de dire, tiens, je suis vraiment en colère, pourquoi je suis en colère tant que ça, qu'est-ce que ça me rappelle? Ah, je manque vraiment de place dans cette situation-ci, j'étouffe dans le fond. Il faut que je trouve un moyen de le dire à la personne, que j'étouffe et qu'il faut réaménager les choses, parce que c'est plus tenable pour moi. Ça me joue trop sur mes bébites, comme on dit en bon québécois. Mais si ça joue trop sur les bébites, c'est parce que des fois, ça m'appartient complètement, mais des fois, ça appartient aussi à la situation. Il faut en discuter. Donc, le véritable moi fort, le moi qui est en position de force psychologique, le moi qui est sain, c'est un moi qui est fluide. C'est un moi qui permet toute la vie psychique, qui est en relation avec les humeurs, les obsessions, les fantasmes, qui est en rapport avec les autres aussi, qui des fois peut se sentir vulnérable, des fois puissant, des fois en position de force, des fois en position de, je ne le sais pas, d'impuissance. Toutes ces choses-là, il n'y a rien de négatif là-dedans. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tant qu'on reste présent à l'expérience, vous êtes devant un moi qui est fonctionnel, un moi qui fonctionne bien, qui est sain, et qui, bien sûr, va avoir des ressources pour gérer tout ça. Des fois, il faut aller en psychothérapie, des fois, on lit quelque chose, des fois, on dessine quelque chose, des fois, on écrit quelque chose dans notre journal, pour être capable de retrouver une position de stabilité intérieure par rapport à ce qui nous bouleverse. Mais tout ça sont des éléments du moi sain. Le moi sain, au fond, c'est comme le roseau qui plie, hein, mais qui continue de pousser, qui continue sa croissance.
qui s'alimente, qui a de la ressource. Et je voudrais terminer ce petit bout de chronique-là pour dire au fond que tout l'enjeu, tant au niveau psychothérapeutique qu'au niveau spirituel, tout l'enjeu chez un individu, c'est d'aller peu à peu vers la maîtrise de ses états intérieurs, la maîtrise de ce qui se passe en lui et le choix de ce qui va le nourrir, de comment je vais me nourrir dans ma vie, comment je vais me ressourcer et comment je vais créer. Et bien sûr, là aussi, il y a des confusions parce que je pourrais dire, par exemple, aujourd'hui, je choisis de vivre dans la joie et tenter de passer ma journée dans la joie. Mais si je le fais en me séparant de ce qui me rend triste ou peu joyeux, j'aurais rien atteint dans le fond. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire quand même, tiens, je vais vivre dans une ambiance de joie aujourd'hui, je vais favoriser ça. Et là, d'accepter ce qui se présente et qui va venir, entre guillemets, briser mon projet, mais qui va me renseigner fortement sur moi-même, sur mes ombres. Et je pense que c'est vraiment un des talents de Jung et un des fleurons de la psychologie jungienne d'avoir su dire il faut que les gens soient en contact avec leurs ombres. Et on peut être en contact avec son ombre complètement submergé par elle, ou même à partir d'un projet de dire tiens, c'est la joie, c'est la lumière que je vais apporter dans ma vie. Et ce choix-là, précisément, va faire en sorte que les ombres vont m'apparaître avec plus de clarté. Et peut-être que ça va être plus difficile et qu'il y aura plus d'écueils, mais au moins je suis dans une évolution. Mais la pierre d'angle de cette évolution, c'est que le moi demeure présent et qu'il accepte les tensions liées à une vie de croissance psychologique qui va vers une maîtrise. Merci, à la prochaine.